Bien, merci beaucoup à tous d'organiser cette formidable journée pour qui est passionné par le jeu. Et j'en fais partie. Donc moi, la manière d'aborder un peu cet hommage rendu à Jacques Henriot consistera à finalement poser des questions un peu candides à partir de ses recherches et des miennes propres, en sachant que il se trouve que cet auteur s'est attaqué au Graal, hein, qui consiste à définir ce qu'est le jeu. Et que pour meilleure preuve, nous en avons le souci qu'il a du lecteur en dernière page de ce couleur de jouet, où il récapitule la définition à laquelle il a évidemment longuement travaillé. On appelle jeu tout process métaphorique résultant de la décision prise et maintenue de mettre en œuvre un ensemble plus ou moins coordonné de schèmes consciemment perçus comme aléatoires pour la réalisation d'un thème délibérément posé comme arbitraire. Euh, cette place accordée dès le départ sur la notion de métaphore, un process métaphorique, elle interroge qui s'intéresse au jeu comme nous, dans la mesure où, à certains passages qui sont d'ailleurs relevés, y compris par Emmerich par la suite, il indique bien qu'il envisage la transposition métaphorique que certains jeux opèrent, et on pourrait rejoindre ici la notion de faire semblant qui est tout à fait appropriée et qu'a développé notamment Schaeffer. Donc une analogie de situation entre un processus ludique et un référentiel externe qui peut être issu de la vie laborieuse ou sociétale. Et cette transposition est une des dimensions évoquées comme justifiant ce process métaphorique. L'autre, vous le savez, concerne ce renversement de perspective qu'il opère entre, je pense que c'était beaucoup abordé aujourd'hui, l'idée du jeu strict, mécanique, et la pratique ludique elle-même. Mais cette difficulté, enfin ce renversement pose problème puisque à certains égards, ce n'est pas pour autant que cela contribue à conférer au jeu une valeur métaphorique en tant que telle. Et on va le voir à travers un exemple comme Tetris ou comme le Flipper, sur lequel je terminerai, dans lesquels on peut se dire que on a bien affaire à un univers de règles arbitrairement définies, mais pour autant, cette composante métaphorique, on peut la chercher, ne pas la trouver, et que d'avoir mis comme ça en place au centre de sa réflexion la métaphore, en tout cas, pose problème. Et pourquoi ça pose problème? C'est parce qu'on peut avoir une approche du jeu qu'il a aussi cultivée, insistant sur le fait que le jeu crée un micro-univers, un monde second, ce que relève bien sûr Gilles et d'autres, à l'intérieur du monde. Et que la nature de cette secondarité, de cette ou tiercéité, un univers qui n'aurait pas la même consistance tout à fait que celle que l'on connaît dans le monde ordinaire, eh bien, à quoi à quoi on peut rattacher d'ailleurs la distance, hein, qui va nous amener à faire un effort pour plonger, pour pratiquer ce micro-monde. Eh bien, cette qualité du monde ludique, en partie, disons, non pas opposée au monde réel, mais en tout cas distinct de celui-ci, eh bien, on peut aussi l'aborder en termes d'autoréférentialité, c'est ce que je vais essayer de faire, pour souligner que certains jeux posent non seulement des règles arbitraires, mais qui n'ont strictement pas de qualité métaphorique, en aucune manière, et qui en outre donc crée une altérité, une étrangeté, et à certains égards, moi je le vois dans le cas de Tetris. Voilà. Donc d'où le titre, ce balancement entre métaphore, que moi pour ma part je reconnais dans certains cas, mais qui n'est pas applicable à tous les jeux. Et puis cette autoréférentialité, c'est-à-dire dans quelle mesure un jeu crée un monde qui ne se réfère qu'à lui-même. Voilà. Donc, pour avancer dans le débat, je voudrais soumettre à la communauté une définition à laquelle j'étais parvenu dans les travaux de thèse que j'ai effectués. Une définition info-communicationnelle, donc plutôt axée sur ce que devient l'information dans un jeu et quel processus de communication, quelle procédure, quelle méthode on emploie pour dialoguer, enfin ou en tout cas pour participer à la sphère ludique. Et d'une certaine manière, moi je me sens très proche d'Henriot de par
l'analyse phénoménologique qu'il effectue et la place qu'il accorde à la subjectivité du joueur, cette insistance qui est même, à mon avis, exagérée dans la mesure où elle élimine finalement les qualités propres du système matériel et du système logique à certains égards. Bon, on y reviendra. Donc, la définition que je proposerai brièvement, c'est, elle est issue de ma thèse, elle est en ligne, hein, mais elle permet un petit peu d'éclairer cette prise en compte à la fois du caractère subjectif, mais en même temps du fait que ça ne tient pas uniquement à la perception humaine ou à la subjectivité ou au bon vouloir de l'interprétation humaine. Et pour meilleure preuve, l'automatisation du jeu qui est intervenue avec les machines à jouer et après avec l'informatique me semble pouvoir en témoigner, enfin le vérifier. Donc brièvement cette définition. Le jeu envisagé comme phénomène engageant subjectivement et pragmatiquement un être humain, c'est pas un truc pur, et ça, du coup ça écarte tout ce qui est jeu entre automates, entre robots, entre machines complètement dont on peut s'interroger. C'est un très bon cas de pratique d'ailleurs de le faire. S'agit-il d'un jeu ou pas? Mais là on parle du jeu qui engage par l'esprit et concrètement un être humain. Donc est un processus, donc l'accent sur le processus, artificiel et normatif, donc l'artificialité du processus, hein, je l'emprunte à Pingot, notamment dans son livre Jeu, hasard, projet. L'artificialité et normativité, bon les règles, qui est problématique et finalisée. Puisque la finalité, alors c'est pas nécessairement, on pourra le voir éventuellement, c'est pas sur un objectif, c'est pas un jeu fini, mais on peut être finalisé sur le fait de maintenir en vie l'aquarium ou le Tamagotchi, etc. Donc qui attribue à l'humain des rôles, des fonctions ou responsabilités. Et ça, je pense que ça permet d'ouvrir toute une analyse sur quelles sont les fonctions et rôles et responsabilités. Donc sur le phénomène lui-même, l'incomplétude structurelle de cette activité, parce que si elle était complète, on n'aurait pas besoin de la mener, tend vers un état de complétude ultime. Alors ultime dans le cas d'un jeu fini, ou éventuellement asymptotique dans le cas d'un jeu à maintien de processus, comme le jeu de Tamagotchi. Une complétude ultime en rapport avec le but prioritaire qui légitime cette dynamique. En gros, si vous devez toucher une cible, eh bien, vous l'avez touché, eh ben, le processus est complet, il y a une incomplétude de base et il est complété. Incertain quant à son déroulement et ou son issue, donc ça sort l'histoire de à quel égard il y a des fois on sait parfaitement qu'on va perdre, mais l'enjeu c'est de savoir comment, par exemple, ou on sait très bien qu'on va gagner. On sait qu'on perdra toujours au flipper, hein, par exemple. Ce processus informationnel, alors moi je l'interprète comme tel évidemment, est intégratif au sens où il va agréger du sens et agréger les informations, les intégrer, les englober. Et il structure la spatio-temporalité d'un microcosme symbolique original, autonome et évolutif. Bon, je ne vais pas tout commenter, mais en gros, c'est l'accent mis sur ce micro-monde, ce monde second, dans lequel auquel on va se mêler. Donc il fait sens pour qui le met en œuvre en toute conscience. Donc alors cette question de réflexivité ou de conscience de soi, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. Au moyen d'un système de communication ouvert, codifié et adéquat, c'est-à-dire il faut bien des modalités en plus des règles, mais il faut bien pouvoir influencer ce avec quoi on agit. Donc bon, ça c'est une formulation sur le processus. Qui est donc, on parle de cause finale, hein, liée à un but, et puis qui peut créer ou pas un espace et un temps. Alors l'espace ne veut pas dire qu'il est circonscrit. Si vous faites ça c'est des grands cas de figure, mais si vous faites une course poursuite, l'espace n'est pas délimité par avance. Vous pouvez courir n'importe où, éventuellement. On le voit dans les films de super-héros. Hein, l'espace se définit au fur et à mesure du processus. Il n'est pas préalable. Et puis bon, on a des informations qui circulent, donc ça c'est pas très intéressant, mais ça montre en tout cas qu'on a, ça rejoint l'idée de sphère ludique, voire de cône ludique, hein, sans avoir abusé de substance. Une idée de cône étant liée à cette finalité dont on parle, ou de ce but du jeu. Et donc si j'en parle, c'est parce que pour l'exemple du mastermind qui peut être assez instructif, finalement, le mastermind peut être métaphorisé, et il l'a été dans son discours d'accompagnement. Hein. On a affaire à un big boss, un dissimulateur, le cerveau qui cache. Donc sur la boîte de jeu, hein, je n'ai pas sorti là, mais on voit une sorte de brain qui maîtrise tout, et puis le casseur, qui est une sorte de figure d'ailleurs du hippie des années 70, qui vient vouloir révéler la vérité cachée. Bon, toute la compréhension du jeu dans son séquençage, dans ses tours, vérifie
une bonne part de la définition que j'ai proposée ou de celle d'Henriot. Mais on pourrait se demander ce qui deviendrait s'il n'y avait aucun processus aucun discours de métaphorisation de l'activité. C'est-à-dire si on ne rapprochait pas cela d'une sorte de lutte entre un malin et puis un méchant. Si on s'en tenait strictement, si le mastermind n'existait pas et qu'ensemble nous le définissions maintenant, quelle serait sa part métaphorique, hein? C'est-à-dire qu'on peut avoir des cas où simplement on crée un micro-monde autoréférentiel au sens où il ne vaut essentiellement que par lui-même, vu que le sens et l'espace processuel, enfin le dynamique qu'il déploie, se soutient de ses bases réglées, mais n'est pas associable à quoi que ce soit d'autre. Et dans ce cas, la définition d'Henriot tombe dans la mesure où il n'y a pas de caractère métaphorique, sauf à se rapporter à son renversement sur la métaphore première, qui est liée à la définition du dictionnaire et qui est encore un autre aspect. Pour quand même tirer une conclusion sur le mastermind, qui est à mon avis un double statut du jeu qui n'a pas suffisamment été pris en compte, et que je voudrais qu'on pourrait débattre, c'est le fait que le jeu, c'est évidemment le système de matériel, le système de règles. Là, on rejoint effectivement. Mais donc, on peut le voir comme un média. C'est-à-dire que si nous mettons à inventer un nouveau jeu, qui ne serait pas le mastermind, mais quelque chose dans ce genre-là, on configurerait une situation de communication. On configurerait un dispositif auquel devrait se conformer qui veut le pratiquer. Et donc, en tant qu'œuvre, en tant que système, un jeu est un média dans la mesure où il est susceptible de nous mettre dans une situation particulière, hein. On a des jeux d'ailleurs très physiques où on doit faire des gestes, on doit faire des choses, et donc il nous médiatise, il nous configure, et éventuellement il peut même avoir un message, il peut même avoir une morale, quand bien même il n'est pas métaphorique et quand bien même il n'est pas narratif. Et c'est ce qu'on verra tout de suite après avec Tetris. Bon, donc, premier niveau, le jeu peut être vu comme un média en tant que tel. Mais en plus, il est producteur de messages qui sont la partie singulière auquel on va aboutir à la fin du jeu. Et donc, c'est non seulement un média en tant que tel qui peut avoir tel ou tel sens, qui nous configure, mais en plus, il est producteur de sous-messages ou de sous-médias qui sont telle partie. On le voit bien d'ailleurs dans les commentaires des grandes parties d'échecs. Bon, c'est un jeu très formel et fini. Telle ou telle séquence d'interaction entre deux personnes, tel affrontement, peut carrément avoir une morale sur, et en tant que tel, un message qui peut signifier que tel style ou telle vision du monde s'opposant, oriental, occidental, etc., peut aboutir à une sorte de message. Donc il a un double niveau communicationnel, un double statut. C'est à la fois un système logique de nature virtuelle qui ne peut être compris qu'au fil d'un accomplissement pratique. Donc ça, c'est ses particularités. C'est pas un message qu'on reçoit, c'est un message qu'il faut exécuter, exécutable. Donc il s'agit à la fois d'un média en tant qu'il sert de support à l'expression d'un auteur, s'il y a auteur, souvent en collectif, on pense aux traditions, mais ça peut être un auteur personnel, désireux de faire vivre une situation de communication particulière qu'expérimenteront les joueurs, et puis une matrice. Donc c'est le caractère de matrice productrice de situations concrètes, d'actualisation, qui produit des sous-messages par définition variable imprédictible, les parties de jeu. Voilà. Et je trouve que ce double statut du jeu, moi je ne l'ai pas très souvent identifié, et c'est donc un peu ma petite contribution au débat. Là c'est les effets sur le jeu vidéo qui, d'une certaine manière... Donc là l'idée c'est que le phénomène ludique, si on le définit comme étant... aussi articulé sur un double statut du jeu. Qu'est-ce qui s'est-il passé quand il a rencontré les technologies, tout simplement, mécaniques ou autres? Alors, si on reprend la stratification des classiques successions assez récentes, hein, les machines à jouer publiques, les bornes d'arcade, les consoles de salon, micro-ordinateurs, les consoles portatives, etc., des supports qui vont donc être d'abord mécaniques, puis électriques, puis électroniques, puis électronumériques ou autrement dit informatiques. Moi, ce qui m'interroge, c'est que il y a plein de questions que ça soulève, il y a plein de chercheurs ici qui travaillent là-dessus, mais dans le cadre de cette modeste prise de parole ici, c'est de se dire comment ce système ludique qui crée un monde second à l'intérieur du monde, qui nous engage, qui fabrique de la distance, qui est à la fois un média, un message en tant que tel, mais qui est un message exécutable qu'il faut pratiquer, qui produit d'autres messages, qui sont les parties de jeu, etc. Donc tout ça, comment
finalement, on n'en vient pas en le matérialisant par la technique, parce que la technologie matérialise des choses. Hein. C'est-à-dire que on sait très bien que par exemple l'écriture a matérialisé les échanges oraux et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui apparaît ou qu'est-ce qui prend corps dans cette technicisation du jeu? Bon alors évidemment la place du corps, puisque la machine doit le prévoir, hein. Donc cette affaire de savoir quelles sont les procédures, quelles sont les modalités de communication avec le système. Là le système ne se réduit pas, enfin est intégré à la machine, donc il faut en passer par un support matériel, physique, et puis celui-ci prévoit la place du corps. Et donc il y a déjà évidemment toutes les questions, quand je vous passe, on est plus ou moins spécialiste d'ergonomie, d'affordance, etc. Bon, ok. Mais pour prendre deux exemples qui sont dans ce domaine, le flipper et Tetris. Pourquoi je les prends pour essayer de comprendre comment le jeu est aussi entre une valeur métaphorique et une sorte d'auto-référentialité. Cette autoréférentialité n'est pas juste un mot pour substituer la notion d'arbitraire et de convention. C'est dire aussi que on a quand même quelque chose de très intéressant avec. Je vais faire quelque chose là-dessus quand même. C'est que quand on regarde cette sphère ludique, ce cône ludique, toutes les informations qui émanent et qui sortent du cône ne prennent sens, enfin non à l'origine leur sens que parce qu'elles sont intervenues à l'intérieur de l'univers de jeu. Et ça a un impact notamment sur les jeux sérieux. Je sais qu'il y a eu des débats là-dessus aujourd'hui. J'y travaille aussi. C'est-à-dire que non, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Tout le monde était d'accord, donc pas formidable. Non, pas de sérieux aujourd'hui. Alors c'était pas sérieux, mais en tout cas, peu importe que ça soit sérieux ou pas sérieux, c'est pour dire que ce que produit le jeu est marqué par le contexte dans lequel cette forge, ce monde ludique second, donc tout élément produit par un jeu est centripètement ramené à ce système tôt ou tard. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait cette fameuse connivence dont parle Huizinga et compagnie. Donc, autrement dit, l'autoréférentialité, c'est pour dire que on crée un système de règles arbitraires, ça crée un monde qui ne vaut que par lui-même, qui n'a pas besoin de s'expliquer, c'est une axiomatique en acte, d'accord, très bien. Mais en plus, ça a un effet que toutes les informations qui s'y rapportent, ou le vécu qui s'y rapporte, aura tendance à s'y rattacher, et puis on aura beau vouloir le détacher de son monde d'origine, ça revient. Alors le cas Tetris, donc. Alors, Tetris, je le pose parce que on peut se dire, bon, si on regarde la définition d'Henriot ou tous ses commentaires, quelle est la métaphore? Donc je pense que vous y avez tous beaucoup réfléchi, puisque en général, Tetris est le cas de figure qui a un petit peu comme ça beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y a pas d'avatar, parce que c'est pas narratif, parce que la mécanique est extrêmement à la fois compréhensible et en même temps voilà. Et, bon, c'était un succès mondial, c'est une référence. Enfin, bref, pour plein de raisons, on parle de Tetris. Bon. Et donc, si je dis absence de métaphore, pour autant, précisément, tout le monde y voit des choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce que je veux montrer, c'est que enfin, je ne veux pas dénoncer la définition d'Henriot, hein, c'est pas mon but, mais je pose la question, hein, quand je l'ai étudié, c'est ce qui m'était arrivé, et là je me dis, bon, Tetris, je ne vois pas de process métaphorique. Je n'en vois pas. Pour autant, j'en construis un assez facilement. Et on a par exemple des chercheurs qui ont estimé que Tetris correspondait à la métaphore de l'agenda du cadre supérieur américain qui doit combiner un certain nombre de problèmes pratiques, bon, sauf que c'était fait par un russe et que c'est une interprétation a posteriori. Moi-même, m'intéressant à ça, qu'est-ce que ça raconte? Bon, on peut trouver toujours, c'est une phrase qu'on peut déjà déclarer comme heuristique, qu'est-ce que ça raconte? Donc, bon, moi j'ai médité là-dessus ces derniers temps, donc je peux vous le dire pour moi ce que ça raconte. Tetris raconte l'histoire de la morale de Tetris, c'est de se dire, quoi qu'il advienne, et qui ne dépende pas de nous, il nous appartient de convenablement s'en occuper à son profit ou de la manière la plus optimum. C'est-à-dire, en gros, voilà, vous avez des cubes qui tombent, etc. Et quoi qu'il arrive, voilà, ça ne dépend pas de vous, vous subissez. Donc, mais par contre, il vous revient de bien subir. Donc voilà, le Tetris est l'art du bon subir. Avec évidemment une morale ironique, puisque quoi qu'il arrive, vous perdez. Mais au moins, c'est d'ailleurs de ce point de vue un conte philosophique, puisque c'est la mort, et quoi qu'on arrive, on perdra, si tant est qu'on pense que mourir, c'est perdre. Bon. Et là, donc, c'est vraiment une altérité mondaine, c'est-à-dire ça crée un monde complètement qui tranche, qui est autoréférentiel, etc. Okay. Mais on peut le métaphoriser de la manière dont je viens de le dire, ou faire un rapprochement avec d'autres situations.
Pour le flipper, il y a eu plein de tentatives de compréhension de ça. Effectivement, le flipper, ce qui est très perturbant, c'est que dans tous les cas, là aussi, on perd, même si on a l'illusion qu'on peut gagner, parce qu'il y a des retards à l'échec, hein, la capture de la balle, le multiball, tout un tas de mécanismes qui nous donnent l'illusion qu'on est en train de progresser. Ou gagner des délais, alors même que le système matériel fait que la boule retombera tôt ou tard et qu'on risque d'avoir à un moment donné une fatigue qui nous empêche de maintenir les manettes et que voilà, à moins d'être un surhomme dopé et prêt à mourir dans la foulée, bon voilà, on ne voit pas comment gagner au flipper. Mais là, le flipper, pareil, hyper métaphorisation, puisque, alors aussi bien pour des raisons commerciales, la narrativisation du flipper est faite. Bon, il y a une thématique souvent adoptée, et en plus, on est conduit à finalement, par exemple, considérer la boule comme le héros. Pourquoi ? Parce que le héros rencontre plein d'obstacles, le héros surmonte, le héros trouve des astuces, se démultiplie. Enfin, donc voilà, il y a beaucoup de flippers qui fondent la thématique qu'ils traitent à partir du héros, de différents héros d'ailleurs, d'où la facilité avec laquelle le flipper a repris des thématiques de films, notamment dans leur habillage. Mais c'est une métaphorisation a posteriori. C'est-à-dire que où est la métaphore dans le flipper de base, hein. Voilà. Mais alors donc ça c'est un peu pas mon attaque, mais la question collective que je voudrais vous poser, parce que vous êtes plus spécialiste que moi bien sûr d'Henriot. Et enfin, l'autre question c'est donc du côté de la technicisation du jeu, il y a des choses qui apparaissent. C'est-à-dire que autant on pouvait dire voilà le matériel, les règles dans tant qu'un humain ne s'y mêle pas, mais certes, on pourra dire la même chose du flipper ou de l'ordinateur ou tel jeu vidéo, mais de par la programmation ou même simplement le design, quoi, de la conception, l'ingénierie d'un flipper ou d'un jeu vidéo, les concepteurs sont amenés à matérialiser, vraiment, puisque c'est la machine qui va elle-même réaliser un certain nombre d'actions, le processus est partagé. Il n'est plus seulement celui d'une mise en œuvre de deux humains ou d'un seul humain qui se débrouille pour faire avancer le processus. Le processus est co-construit avec un acteur non humain, pour reprendre la tour, qui est la machine. Et la machine, du coup, elle est bien en train de formaliser le processus, une dynamique. Et de ce point de vue, c'est vrai que moi, là, je voudrais un peu en venir à ça. Ce qui m'interroge, c'est que en rencontrant la machine ludique, ou les machineries ludiques, si on parlait de machinerie, on a quand même un phénomène d'affordance très fort. Bon, l'affordance, vous allez me dire, c'est le cas avec la boule rebondissante et compagnie. Mais sauf que la boule rebondissante, c'est une affordance ludique qui conduit à un processus de jeu informel. Parce que voilà, la boule rebondissante n'indique pas comment elle va rebondir ou qu'est-ce qu'il faut faire, à moins qu'elle ait une petite étiquette, mais bon, là, ça rentre un autre processus d'interprétation de règles fixées ou autre. Mais voilà, donc c'est un jeu informel qu'on va prendre avec la boule. Mais alors, quand on rentre en relation avec une machine prévue pour jouer, qui est automatique à certains égards, eh bien, on a une affordance ludique formelle, hein, qui nous amène à complètement dialoguer et rentrer dans cette dynamique de co-construction du processus ludique. Et du coup, voilà, moi je pense que à certains égards, et ça rejoint des discussions peut-être qui auront lieu au moment du débat, le phénomène ludique était tellement centré sur la subjectivité humaine, eh bien, vu qu'il s'est matérialisé dans la machine, à travers lui, à travers sa généralisation, ses pratiques massives et tout, on est en train de se rendre compte que la technique est fondamentalement humaine aussi, et fondamentalement aussi notre alter ego, notre alter techno, comme dit un de mes collègues chercheurs, qui est finalement un partenaire de plein droit pour entamer des dialogues et des jeux pour s'amuser, par exemple, ou pour travailler. Et donc ça, je pense que dans ce que Henriot a déminé sur l'opposition travail-jeu, qui était déjà très fort en tant que tel, comme idée dans son contexte, et il avait parfaitement raison. Eh bien, il y a une direction, et c'est bon, c'est lié à son époque, mais quand même qui n'a pas été, à mon avis, je connais peut-être pas tous ses écrits, qui n'a pas été assez travaillé, c'est celle de voir comment les machines à jouer
finalement, sont à intégrer dans son système théorique. Et c'est un peu ce, à mon avis, qu'on a à faire aujourd'hui, hein, et qui nous réunit en partie là. Parce que s'il les avait intégrés, je crois qu'il aurait été amené, vu la puissance de sa pensée, à considérer qu'il y avait une part voilà, d'intentionnalité déposée par les concepteurs et puis par la finesse du fonctionnement de la machine, et que on ne pouvait plus autant mettre l'accent sur celui qui joue, mais que la machine, sans être un égal de l'humain bien sûr, était un partenaire éligible. Voilà. Et donc pour conclure sur une question, sachant qui n'est pas dans ma définition, celle que j'ai proposée, donc que se passe-t-il quand deux robots jouent? Que se passe-t-il quand deux ordinateurs s'affrontent? Que se passe-t-il quand voilà, deux acteurs non humains, qui ne sont pas des animaux, hein, donc des acteurs non humains techniques, s'affrontent ou participent d'un phénomène ludique? Pour nous, il est évident que c'est du jeu, parce qu'on va s'en apercevoir en étudiant leur comportement, mais même si c'est pas dans ma définition, pas dans la définition parce qu'il n'y a pas le en toute conscience, hein, c'est peut-être le point, et ben malgré tout, on a profondément l'impression que on a affaire à du jeu. Autrement dit, pour conclure, voilà, est-ce que cette approche comparative entre les machines et les humains ne nous aiderait pas à finalement sortir ou avancer sur cette piste du Graal, de la grande définition universelle du jeu qui nous préoccupe tant? Je vous remercie. Merci.